Pourquoi les villes qui sont loin font rêver. Ouais, bah, je pense qu'il y a des villes qui vivent un petit peu comme certaines étoiles dont on perçoit la lumière alors qu'on ne sait pas si elles sont toujours là. Donc il y a des villes qui ont comme ça une espèce d'aura. On la reçoit, on a envie de partir. Parfois c'est tout à fait accessible. Je pense New York, je suis jamais allé par exemple, mais c'est une ville qui est fascinante. Et je pense aussi qu'autour des villes, il y a toute une constellation d'histoires, de légendes, de textes qui gravitent toujours autour, qui font qu'on est attiré par des destinations simplement pour parfois même la chanson de leur nom. Donc oui, évidemment, il ne faut pas que ce soit une ville toute petite, perdue, où personne n'en a jamais entendu parler. Il faut un minimum comment dire, de monde qui en a entendu parler pour qu'on puisse être attiré vers ces villes. Il y en a plusieurs, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire. Donc j'ai cité New York, Buenos Aires, Punta Arenas, des villes en Afrique, Bamako, je sais pas, puis en Asie, il y a toutes ces villes, Kuala Lumpur, Pékin. Une qui me ferait rêver, c'est Kashgar. C'est une ville qui est en Asie centrale, qui est à la lisière de l'Afghanistan et de la Chine. Et c'est une ville qui était sur la route de la soie, et il paraît qu'on y mangeait les meilleurs melons du monde, et que c'est une ville de marché, mais un petit peu entre deux déserts, quoi. Voilà. Donc oui, je pense qu'on rêve toujours des villes parce que ce sont des noms, ce sont des appels. Oui, les récits de voyage qui nourrissent l'imaginaire, parce que comment dire, autour des villes, il y a, je sais pas, je prends par exemple Venise, c'est une ville qui est tout à fait, on va dire une banale destination touristique. Mais si on commence à rentrer un petit peu dans son histoire, de se dire que c'est une république, qu'il y avait l'arsenal qui s'appelait les Jardins de Fer. Voilà, les Jardins de Fer, c'était cet endroit où on fabriquait les galères, que ces galères, elles allaient chercher les épices, donc il y avait toute une organisation politique étrange, le Conseil des 10, des endroits où on pouvait dénoncer les gens, enfin voilà, toute une organisation, aussi les quartiers qui pouvaient se battre entre eux à certaines périodes de l'année. Et puis c'est une ville qui est construite sur les marécages, qui est construite sur l'eau, par des marchands de sel, des marchands de bois. Donc voilà, tout de suite on voit bien que c'est des pelotes qu'on dévide, qui racontent des histoires. Donc je pense que dans la ville, il y a la bibliothèque qui est contenue, il y a l'histoire des histoires qui est contenue. Et pour prendre un autre exemple qui m'avait intéressé, non pas dans des histoires réelles, mais dans des fictions, il y a cette petite nouvelle de Buzzati qui s'appelle L'écroulement de la baliverne, qui est une maison, mais une maison qui pourrait être la métaphore de la ville. C'est une maison où tout le monde vit dedans, c'est une espèce d'immeuble où les vies s'entassent en Italie, et un jeune homme tire une pierre et la maison s'écroule. Donc il ne sait pas si c'est lui qui a produit l'écroulement de la maison, de la baliverne en plus, une maison qui s'appelle la baliverne, ou s'il n'en est pas responsable. Mais voilà, dans la ville, il y a aussi ça, il y a aussi l'idée de la destruction possible toujours. Je crois, peut-être ça s'écarterait un petit peu du thème des villes, mais en fait, tous ces récits de voyage qui sont des tentatives de description du monde sont des accroches où on trouve toujours des pépites comme ça, un petit peu de choses totalement invraisemblables, tu vois, d'imaginaire. Si on tire dessus, on se rend compte que la réalité peut basculer. Et c'est assez jouissif, intéressant de se dire je vais partir d'une de ces pépites pour raconter une histoire. Pour prendre par exemple dans l'Atlas sur ces histoires de villes, il y a un pays qui s'appelle les Cités du Vertige. Donc, et en partant de l'idée de la pierre baliverne, d'une pierre sur laquelle reposeraient en fait les fondations de la ville, et si on l'enlève, tout s'écroulerait. C'est tout de suite amusant de se dire mais quel pourrait être le pendant de cette pierre baliverne. Et donc j'avais inventé des maçons volants, qui sont des gens qui retapent la ville,
qui se suspendent au mur par une grande natte avec un grappin, et qui sont une espèce de république anarchiste totalement fantasque, qui s'abattent sur un quartier comme un vol de moineaux, qui retapent tout, qui envoient la facture. Parce que c'est amusant de jouer avec un petit départ et puis de le nourrir et d'en faire une histoire. Oui, je crois, oui, je pense que la vie, la ville vit aussi la nuit beaucoup, alors que la banlieue beaucoup moins. Je pense que une ville est intéressante si c'est 24 heures sur 24, qu'on peut y faire des rencontres, qu'on peut y avoir des émotions. Bon, la banlieue a quand même tendance à dormir la nuit, en général. Donc il y a une différence, je crois, importante. Oui, je crois que les conteurs sont... Enfin, c'est la circulation de la parole, les conteurs. C'est ce qui fait... C'est non pas une transformation de la réalité, mais c'est simplement le fait de l'apporter d'une autre façon aux gens. Et je crois que ça se capte d'une certaine façon, les histoires. Pour repartir toujours sur la ville, une expérience récente, c'est d'aller à Taïwan, à Taipei. C'est une ville qui est, on pourrait situer ça comme une ville moderne, mais des années 70, donc avec quelque chose un petit peu déjà qui est en cours de désagrégation, c'est-à-dire qu'on voit des immeubles, des anciens immeubles modernes, on va dire. Donc c'est un sentiment troublant. On sent que ça a été neuf, mais ça ne l'est plus totalement. Et c'est une ville qui est construite pour les voitures, avec des grandes avenues, avec ces grands immeubles, pas très beaux, assez laids. Et puis il y a d'autres rues qui coupent à angle droit et on a des circulations moindres, où on voit beaucoup plus de vélos et de mobylettes. Et puis après, il y a des espèces de petites ruelles qui sont vraiment très serrées entre les immeubles, presque des couloirs, dans lesquels on va trouver des échoppes, des marchands d'informatique à côté d'un marchand de plats qu'on fait comme ça pour les gens, de gargotes. Et donc voilà, ça vit 24 heures sur 24, et on a à la fois la ville extérieure, comme on trouverait plus facilement ici en France, et puis c'est ce monde des contes qui est dans les ruelles, où le peuple vraiment est toujours présent, où il y a une économie de quartier, où il y a une économie d'oiseaux, où il y a des gens qui font vraiment des choses toutes petites, qui vivent avec 3 fois rien. Et on sent que voilà, la ville a beau se construire autour, il y a cette vie organique qui est toujours là, qui est toujours présente, qui est un peu chassée quand même de nos villes, j'ai l'impression, qui est un peu... où on a tendance à un petit peu imposer une sorte de glacis, quoi, sur nos grandes villes. On évacue toute cette vie, tout ce côté charnel, immédiat. J'aimerais bien, mais non, je vais plus les chercher dans des images que je vais trouver en bibliothèque, dans des livres, dans des choses comme ça. Je suis plus à travailler sur l'extérieur pour revenir vers moi que de moi vers l'extérieur. Mais je pense que, quelle que soit la façon dont on travaille, si on va chercher à l'extérieur de soi, on parle toujours de soi-même. Oui, le mot ville, ça compte beaucoup, oui. Je crois que c'est alors je ne sais pas, la campagne compte aussi beaucoup pour moi, mais pour d'autres raisons. Mais la ville, c'est vraiment l'endroit où les hommes vivent, principalement, quoi. Et c'est aussi l'endroit où se fabriquent les sociétés, où se fabrique la politique. Donc oui, c'est un mot très important. Ça m'intéresse, mais pas dans mon travail d'écriture. Voilà, je ne sais pas le faire. Je crois qu'il faut des qualités d'observation, d'immersion, peut-être que je n'ai pas. Oui, je pense que en réalité, lorsque je fais des croquis à l'extérieur, si je m'amuse à dessiner des personnages, je m'aperçois qu'il leur manque vraiment cette dimension concrète, quoi. Et je suis toujours un petit peu trop à l'extérieur de ça. Moi, j'ai tendance à penser que le présent est complètement baigné par le passé, et que chaque fois qu'on se promène quelque part, toutes les strates sont présentes. Donc, sans faire ni de l'archéologie ni de l'histoire de l'art, je ne vais pas m'amuser à aller voir les églises simplement en me disant ça c'est roman, ou c'est cistercien, ou tel style, etc. On peut avoir des émotions sans toute cette érudition, mais quand même c'est toujours intéressant de se promener dans un endroit où ces strates existent, et puis à en percevoir des émanations, à essayer de les ressentir. Donc une ville comme Paris est fabuleuse, par exemple, tout
simplement. Là, on a la Seine derrière nous, on a tout ce quartier moderne, on a ces cheminées qui fabriquent des nuages, et puis on sait qu'à 3 pas de là, c'était Bercy, c'était les tonneaux, c'était toute cette vie. Voilà, on peut le savoir ou ne pas le savoir, mais si on a lu un petit peu là-dessus, ça donne davantage de parfum, je crois.